Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les derniers débats de l'année dans Soir Info Week-end. Ce soir, nous consacrons une large partie de nos discussions à la situation sanitaire en France et en Europe, puisque l'apparition d'une nouvelle souche du coronavirus est confirmée au Royaume-Uni, un variant qui serait responsable de l'envolée exponentielle des contaminations constatées là-bas ces derniers jours. Conséquence, les fêtes s'annoncent au dernier moment un peu plus moroses pour de nombreux Britanniques, puisqu'un reconfinement vient d'y être annoncé. Il faut dire que d'autres pays européens ont d'ores et déjà décidé de reconfiner leur population. C'est le cas notamment de l'Italie et de l'Autriche. À quand la France? Pour l'instant, nous sommes nombreux à nous réjouir de pouvoir retrouver nos familles, même si ce sera dans la plupart des cas en comité restreint. Comment aborder ces fêtes? Comment les préparer pour qu'elles restent un moment de réjouissance malgré tout? De nombreux Français ont décidé de se faire tester juste avant de partir en vacances, vous le verrez. Et s'il nous reste un peu de temps après toutes ces thématiques, nous nous poserons une autre question. En 2021, pourrons-nous toujours manger du merlan ou du cabillaud? Les pêcheurs français pourraient ne plus pouvoir en pêcher autant si aucun accord n'est trouvé entre Britanniques et Européens qui tentent toujours de trouver un accord post-Brexit. On rappelle que nous sommes à 10 jours de la date butoir. Pour évoquer tous ces thèmes autour de la table, Jean-Didier Berger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Clamart, porte-parole du mouvement Libre. À vos côtés, Richard Buis, bonsoir. Premier adjoint PS à la mairie du 12e arrondissement de Paris. Nous accueillons également William Tay, bonsoir. Bonsoir. Président du think tank Le Millénaire. Et Éric Chall, bonsoir à vous. Bonsoir. Délégué général de l'UDI. Nous avons aussi un invité par liaison vidéo interposée, docteur Philippe Amouyel. Bonsoir à vous, vous êtes médecin, professeur de santé publique au CHU de Lille et nous sommes ravis de vous avoir pour éclaircir justement ces derniers points médicaux par rapport à cette nouvelle souche confirmée au Royaume-Uni. On y viendra dans un instant. Le temps donc de se pencher sur la situation sanitaire en France. Tout d'abord, qui ne semble pas s'améliorer. Regardez les tout derniers chiffres. 17 565 cas confirmés ces dernières 24 heures et 190 décès. Dans les hôpitaux, on recense moins 126 hospitalisations et 46 patients de moins en réanimation. Des chiffres qui peuvent donc alerter alors que les Français s'apprêtent à se retrouver en comité restreint pour la plupart. Ils sont nombreux à vouloir respecter les gestes sanitaires. Mais donc, on va se retrouver tout de même pour les fêtes de fin d'année. Alors, on va se tourner tout de suite vers le médecin. Comment interprétez-vous ces tout derniers chiffres? Le plateau haut semble se confirmer en France. Alors le plateau, il est apparu à peu près aux alentours de début décembre, vers le 2 décembre. Il est resté stable à peu près à 10 000 cas, puis il s'est mis à monter progressivement là, depuis à peu près 3 jours pour atteindre des chiffres qui sont relativement importants. Alors l'expliquer, c'est très difficile, puisque si on regarde par exemple un événement comme la réouverture des commerces qui a eu lieu le 30 novembre, c'est un peu tôt pour expliquer ce plateau, parce qu'en fait, l'effondrement des taux a été important pendant le confinement, puis d'un coup, ça s'est arrêté aux alentours du 2 décembre. Maintenant, on peut toujours évoquer la vague de froid. Concernant les possibilités d'un autre variant, pour l'instant, il n'y a pas d'évidence ou d'éléments qui permettent de le confirmer, comme le supposent les Anglais actuellement. Maintenant, il faut voir les choses de manière extrêmement pragmatique. Le virus se propage quand il y a des mouvements et quand les gens bougent et se rencontrent, surtout quand ils sont d'origine différente, pas de la même cellule familiale, mettons. Et là, on assiste quand même depuis quelques jours à des mouvements plus importants, puisque le confinement a été levé. Je vous rappelle que c'était le 15 décembre, alors qu'on était encore à 10 000 cas et on attendait 5 000, et que les fêtes de Noël approchent. Et donc, beaucoup de mouvements sont actuellement en cours qui pourraient aussi expliquer cette remontée des taux. Ces fêtes, justement, elles ne vont rien arranger à cette situation, logiquement. Il va y avoir un nouveau brassage. Oui, bien sûr, bien plus important, ça on le savait. On a vu l'expérience des Anglais avec Thanksgiving, on a vu l'expérience des Canadiens avec Thanksgiving et les pics qui sont apparus après. L'idée, on le savait ça au départ, mais l'idée c'était de voir si on ne pouvait pas baisser au maximum la circulation du virus avant ces fêtes pour que la remontée soit plus lente et puis qu'on puisse éventuellement faire face ou juguler une troisième vague. Oui, ça veut dire que finalement, on n'a peut-être pas pris les bonnes décisions. En France, je me tourne vers les invités que nous avons en plateau. Est-ce qu'on aurait dû faire plus attention, puisque visiblement, ce qu'on voulait éviter, que les cas remontent, arrive de toute façon là avant les fêtes? En fait, si on se place du point de vue de la remontée du virus, on voit bien que c'est quelque chose qu'on va avoir à affronter, et pas simplement au mois de janvier, mais régulièrement au cours du premier semestre, voire au cours de toute l'année 2021, parce que seule la vaccination
va régler la majorité du problème. Et cette vaccination, elle va commencer à peine. Et la majeure partie de ceux qui pourront être vaccinés seront vaccinés quand les seconds vaccins, pas les Moderna et Pfizer, mais plutôt ceux de Sanofi, vont arriver à l'automne, au deuxième semestre. Il y a la capacité de stockage des vaccins qui est très faible aujourd'hui avec ces vaccins à moins 70 degrés. Donc, tant qu'on n'a pas vacciné tout le monde, il faut être prêt à affronter ces remontées, ces redescentes. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'on devrait plutôt se mettre sur du stop and go choisi, assumé, programmé, et dire, par exemple, toutes les premières semaines du mois ou toutes les premières quinzaines du trimestre, on ferme et on ferme tout, pour pouvoir s'organiser et savoir à l'avance, commerçants, artisans, professionnels, services publics, ce qui va se passer. Or, aujourd'hui, on est dans un stop and go subi, où finalement, on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Quand ça s'arrête, on ne sait jamais quand ça va reprendre, et tout le monde subit. On va poser la question au médecin avant de finir ce tour de table. Un stop and go, comme vient de le suggérer Jean-Didier Berger, c'est une solution pour vous ? Ce n'est pas une solution, hein. C'est l'évolution normale quand on n'a pas d'autre réponse à apporter que le vaccin qu'on n'a pas encore. Il y a d'autres techniques qui ont été employées. Regardez ce qui se passe en particulier dans les pays d'Asie. C'est cette logique de tester, tracer, dépister. Alors on l'a fait, on a essayé de le faire jusqu'à présent avec des logiques floues sur le test, avec des capacités d'isolement relativement difficiles. Un des moyens, ça pourrait être de réaliser des épisodes de dépistage massif. Il faudrait les répéter régulièrement. Ce que j'avais proposé, c'est qu'on puisse le faire avant les fêtes pour effondrer complètement la circulation du virus et finalement avoir une remontée plus lente et éventuellement réintroduire différentes mesures en fonction de cette remontée pour la freiner. Donc la solution, à mon avis, qui permettrait d'éviter ces stop and go, c'est de se concentrer sur le tester, tracer et isoler. Et tout est important, hein, pas que la qualité du test, la vitesse du test, mais également, surtout, l'isolement, un véritable isolement qui permette à des gens d'être maintenus pendant 7 à 8 jours en isolement total. Alors des tests réguliers, d'accord, mais on a vu pas plus tard que la semaine dernière au Havre qu'il y a seulement 9% de la population qui s'est présentée au test, alors que ça fait partie des villes pilotes où on veut tester ces solutions. À votre avis, quand on voit les exemples de tests qui ont pu être faits et qui ont été réussis en particulier en Slovaquie, on s'est aperçu que les gens ont fait ça par exemple un week-end, qu'ils ont fait ça de manière massive, pendant une période donnée relativement courte. Là, quand on ouvre aux heures de bureau et qu'on a levé le confinement, parce que je vous rappelle, le 15 décembre, le confinement a été levé, les gens repartaient et refonctionnaient et rentraient le soir chez eux à 8 heures. Donc il y a un problème d'information du public, il y a un problème d'organisation logistique qui doit être très rapide et à des moments où les gens peuvent venir se faire dépister. Voilà, question en plateau. Donc, intégrer finalement cette philosophie du test dans la vie quotidienne des Français. Est-ce que c'est envisageable ? Oui, mais d'ailleurs, comme vient de le dire le professeur, la solution n'est pas une solution unique. En réalité, c'est un cocktail de mesures qui doivent être cumulatives. Il faut au maximum généraliser les tests. Si les Français sont insuffisamment prompts aujourd'hui à l'accepter, ça viendra mécaniquement. On voit qu'à chaque fois qu'un processus a été lancé, c'est venu au fur et à mesure. En Auvergne-Rhône-Alpes, on va attendre dans quelques jours les résultats qui seront obtenus en fonction des départements et des agglomérations, parce qu'évidemment c'est aussi plus facile de faire ces tests dans les zones très urbaines que dans les zones les plus rurales. Mais c'est avant et après. Si on prend le cas de Noël, il y a la politique de test avant, mais il y a aussi le temps d'après. Là, vous parliez tout à l'heure, Jean-Didier, de cette politique de stop and go. C'est vrai qu'on aurait pu, par exemple, imaginer qu'au lendemain de Noël, on ait ce temps-là. C'était au lendemain de Noël, on aurait pu avoir aussi une période un peu plus stricte où on a laissé les gens passer Noël en famille. On aurait pu imaginer que la semaine qui suivait, on pouvait aussi pratiquer une forme d'autoconfinement, voire de confinement plus que suggéré. On était encore, pour la plupart des Français, dans une période de vacances. Ça nous couvrait jusqu'au 1er janvier. À la limite, on faisait l'impasse sur le 31 décembre. Mais vous voyez, test en amont et puis période de confinement à l'issue. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de Français le feront par eux-mêmes, mais si on les avait incités à le faire, probablement l'auraient-ils fait encore avec un peu plus de vigilance. On reparlera des tests tout à l'heure. Je voudrais entendre nos deux autres invités en plateau avant qu'on parte justement sur cette nouvelle souche en Angleterre. Richard Bouygues, ces chiffres qui continuent de monter et les fêtes qui approchent. Ouais, vous l'avez vous-même dit, hein, et le professeur en même temps l'a rappelé, les chiffres, ils sont quelque part à manier avec prudence parce qu'ils sont ambigus. À la fois, vous avez plus de cas positifs, mais en même temps, on teste beaucoup plus. Donc attention à ce que ça veut dire. Deuxièmement, vous avez dit vous-même que, certes, il y a plus de cas positifs, mais il y a moins d'entrées à l'hôpital, il y a plus de sorties, on le dit comme on veut, et il y a plus de sorties en réanimation, c'est toujours en baisse. Donc est-ce qu'on est sur quelque chose qui est profond et qui va faire qu'en gros, on arrive à un moment très délicat avant les fêtes ? On sait qu'il y a un décalage aussi entre la déclaration des cas
et les hospitalisations éventuelles parmi ces cas. Oui, mais quand même, on est là où aujourd'hui on peut dire, c'est que la baisse qui était attendue et qui était qu'on arrive à 5000 cas par jour, qui était l'annonce du président de la République, aujourd'hui on n'y est pas. En revanche, sur l'analyse aujourd'hui des chiffres, même sur les relations non pas au jour le jour, mais sur les 7 jours, qui sont souvent ce que prennent les spécialistes pour évoquer les cas, attention, les chiffres, ils disent pas encore qu'on est exactement à l'aube ou à l'aune d'une catastrophe. Ils disent qu'il y a plein d'hypothèses. Parmi ces hypothèses, il y a effectivement celle qu'il y ait, avec le brassage qui va y avoir beaucoup plus important pendant les fêtes, un risque que demain l'épidémie reprenne d'encore plus belle et qu'il y ait derrière des logiques de confinement, qu'il y ait de nouveau des logiques un peu restrictives pour les Français. Mais les chiffres aujourd'hui, en étant très factuels, très scientifiques, c'est pas ce qu'ils disent. Il y a des hypothèses, dont celle-là, qui est qu'en plus on est dans un moment où ailleurs en Europe, on y reviendra. On y arrive tout de suite. Oui. Il y a aussi des mouvements, que parallèlement, c'est la période de l'hiver. Et je crois que les spécialistes évoquent bien que l'hiver n'est pas neutre sur la propagation de l'épidémie du virus. Donc attention, mais là, tout de suite, maintenant, c'est une hypothèse. On peut encore se dire qu'on n'y est pas. Donc, Richard Vulg veut rester positif. Est-ce que c'est votre cas, William Tay? Moi aussi, je partage votre analyse étonnamment, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est la capacité de saturation des hôpitaux, en fait, qui est importante. C'est le cœur du sujet depuis le début. Et actuellement, les hôpitaux sont de moins en moins surchargés, et on aurait pu imaginer, en tout cas, on peut se poser cette question, parce que quand on regarde les chiffres en Europe, ou même aux États-Unis et dans d'autres pays, on peut se poser la question de l'efficacité du confinement. On voit que la baisse de cas était portée notamment sur le couvre-feu plutôt que le confinement, et le confinement auquel on a assisté pendant un mois n'est pas le premier confinement de février-mars à avril-mai. Donc c'est pour ça que moi je ne sais pas s'il faut confiner totalement ou même faire du stop and go. En tout cas, on peut utiliser cette possibilité. Ce qui compte, c'est la question de la lisibilité de la stratégie. Actuellement, on a changé de stratégie toutes les 2 semaines. Globalement, on a dit on fermait les commerces, on ouvrait des grands commerces, mais on fermait une partie des rayons. Ce qui compte, c'est la lisibilité de l'information, parce que les Français ne savent plus où est-ce qu'ils sont et ils ne sont pas aidés avec les derniers événements. Quand un président de la République annonce que les Français doivent être responsables et assurer le minimum en recevant uniquement 6 personnes, si par cas ils pouvaient recevoir des personnes, ce qui n'était pas le cas parce que théoriquement c'était en couvre-feu et qu'il en reçoit 12, on donne un mauvais message. Ce qui compte, c'est assurer une lisibilité de la stratégie et de l'information. Alors, on en vient à cette situation d'autant plus inquiétante qu'une nouvelle variante du coronavirus a donc été détectée au Royaume-Uni. On va écouter Boris Johnson qui l'a donc annoncé à ses concitoyens. J'ai été informé qu'une nouvelle souche du virus se propageait plus rapidement à Londres et dans le sud-est de notre pays, malgré les restrictions qui y sont appliquées. Rien n'indique qu'il est plus mortel ou qu'il cause une forme plus sévère de la maladie ou qu'il réduit l'efficacité des vaccins. C'est quand même Alors, un variant qui se propagerait donc plus rapidement, mais dont on ne sait pas encore s'il engendre une forme plus sévère de la maladie ou s'il est plus mortel. Je me retourne vers le professeur Amouyel. Son apparition est-elle en soi inquiétante? Est-ce qu'on va devoir s'habituer à donc des variants multiples et un cycle infini de mutations de ce virus? Ça a déjà commencé. Depuis que le virus a commencé à courir, il mute. Alors, il y a énormément d'endroits pour muter dans son génome, mais il y a des zones qui sont peut-être un peu plus sensibles. Et là, on s'inquiète beaucoup parce que la mutation porte sur, vous avez peut-être entendu parler de ça, la fameuse protéine spike qui l'aide à rentrer dans les cellules et contre laquelle on a fait les vaccins. Donc, ce n'est pas tellement nécessairement la dangerosité du virus avec cette variante, mais peut-être la possibilité qu'il ne serait plus reconnu par les vaccins, ce qui gênerait énormément le système. Ce qu'on sait apparemment, des informations qui n'ont pas été publiées, ce sont des avis qui ont été présentés dans le British Medical Journal cette semaine, c'est qu'en effet, il y a un nouveau variant, qu'il est dans la protéine spike, qu'il semble être diffusé un peu plus vite, en particulier au sud-est de l'Angleterre. Pour l'instant, il ne montre aucune dangerosité supplémentaire et apparemment, il semble bien pouvoir être inhibé par les anticorps générés par les vaccins. Alors, à côté de ça, Boris Johnson devait de toute façon reconfiner Londres à cause des problèmes de progression. On peut lier les deux, mais la causalité scientifique, pour l'instant, n'est pas établie. En septembre, de nombreux scientifiques affirmaient que le virus ne mutait pas, qu'il n'avait pas muté. À l'époque, rappelons-le, seul le professeur Raoult annonçait l'apparition de variants, parce que ces experts, les experts de l'IHU, avaient observé ce qui se passait dans d'autres pays. Est-ce que ça, ce n'est pas non plus une leçon? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à mieux regarder ce qui se passe dans d'autres pays pour se prémunir et mieux lutter contre le virus qui peut muter de maintes fois? C'est absolument faux. On le sait. Il y a eu plusieurs publications. Tous les scientifiques savent que ce virus mute. Tous les virus mutent, en particulier celui-ci. Et il a muté à de nombreuses reprises, que ce soit en Chine, que ce soit en Europe.
Et ça, tous ces éléments de mutation ont été recensés. Ils sont recensés dans des bases de données, on les connaît, elles sont accessibles. Le problème, c'est la mutation. Même votre génome, votre propre génome a tendance à muter, les mutations sont corrigées ou alors n'ont pas d'effet. Il y a des tas de zones silencieuses qui permettent d'avoir des mutations sans effet. Et ça, on le sait. Ce qu'avait dit Didier Raoult, c'est bien le fait que pour expliquer la fameuse reprise de septembre qu'il avait niée depuis un certain temps, il a expliqué ça par une mutation du virus. Or, ce n'était pas le cas en France. La reprise, elle était prévisible juste sur les augmentations qu'on a pu observer, relativement faibles, mais significatives, au mois d'août, puis au début du mois de septembre, qui ont expliqué cette deuxième vague. Jean-Didier Berger, tout à l'heure, disait ce qu'on entend beaucoup, que le miracle viendra de ce vaccin. Est-ce que c'est vraiment, je pose à vous la question, professeur, et puis on reviendra en plateau, la solution miracle à tous ces maux que nous cause ce coronavirus? Alors, ce n'est pas un miracle, c'est un miracle scientifique, ça on est d'accord, c'est-à-dire réussir à faire un tel exploit en 9 mois. C'est vraiment exceptionnel, on a une chance folle de pouvoir avoir ce vaccin. Maintenant, c'est la solution de bloquer le virus en créant une immunité collective, c'est-à-dire que chaque fois qu'un virus tombera sur une personne immunisée, il ne pourra plus se reproduire, il ne pourra plus progresser. Au bout d'un certain temps, s'éteindra et on pourra revenir à une vie normale une fois qu'on aura atteint cette immunité collective grâce à ce vaccin, et bien plus vite et avec bien moins de risques et de dégâts que si on avait suivi une immunité collective comme voulait le faire le Royaume-Uni, je vous le rappelle au départ, la Suède et par exemple la Hollande. Merci beaucoup pour votre éclairage. Vous restez bien sûr avec nous parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur ce coronavirus. On va rester au Royaume-Uni où l'émergence donc de cette nouvelle souche a poussé les autorités à décider de nouvelles restrictions. Marie Billon, vous êtes notre correspondante à Londres. C'est donc une annonce qui va ternir les fêtes de fin d'année de nombreux Britanniques. Oui, effectivement, les courses de Noël se sont terminées de manière abrupte ce soir. À partir de demain, tous les magasins non essentiels doivent fermer, de même que les salles de sport ou les lieux de loisirs clos. C'est quelque chose que le gouvernement voulait éviter de faire, mais il a dû s'y résoudre justement à cause de cette nouvelle souche. On sait que déjà que les bars, les pubs et les restaurants étaient déjà fermés. Il est toujours déconseillé de se déplacer dans l'Angleterre, mais le gouvernement a dit qu'il était carrément interdit pour les personnes vivant à Londres et donc dans le sud-est de l'Angleterre qui sont maintenant au niveau 4 de restriction de voyager à l'étranger. Et ça veut dire aussi, bien sûr, que Noël est annulé dans ces régions. On n'a plus le droit d'aller voir ses proches, de se déplacer ou de les recevoir chez soi pendant les fêtes de Noël. C'est un peu différent dans le reste du pays. Le relâchement des restrictions est toujours en vigueur, notamment dans l'ouest et dans le nord du pays. On peut toujours voir d'autres personnes de 3 foyers différents en tout, mais plus pour 5 jours. Maintenant, finalement, on n'a plus le droit à ce relâchement que pour un seul jour, c'est-à-dire le jour de Noël le 25. Merci beaucoup Marie Billon, correspondante à Londres de CNews. D'autres pays d'Europe ont fait le même choix en imposant de nouvelles restrictions. C'est le cas de l'Italie et de l'Autriche qui ont donné ces dernières heures un nouveau tour de vis supplémentaire pour lutter contre l'épidémie. Résumé de Marc Pope et puis on en discute en plateau. Devant les boutiques italiennes, ces derniers jours, les files d'attente ne désemplissent pas. Tous profitent des derniers instants de liberté pour compléter leurs courses. Le président du Conseil italien vient d'imposer un nouveau confinement du 21 décembre au 6 janvier. Ce n'est pas une décision facile, c'est une décision douloureuse de renforcer le régime des mesures nécessaires pour les vacances à venir afin de nous protéger et de garder l'objectif d'une reprise en janvier. L'Italie est l'un des pays les plus touchés par la pandémie en Europe. Le coronavirus y a fait plus de 68 000 morts. Son voisin autrichien a quant à lui décidé d'épargner Noël, mais pas la Saint-Sylvestre. Un troisième confinement débutera le 26 décembre jusqu'au 24 janvier. Le chancelier veut aussi sanctionner les récalcitrants aux tests pour endiguer la pandémie. Tous ceux qui participeront au test le week-end du 18 janvier pourront faire des courses, visiter des lieux culturels, retourner au restaurant et faire du tourisme à partir du 18 janvier. Ceux qui ne veulent pas se faire tester devront rester confinés jusqu'au 24 janvier. L'Autriche a été plutôt épargnée par le coronavirus avec un peu plus de 5000 morts imputés à la maladie. Tous en Europe attendent avec impatience la campagne de vaccination qui devrait débuter à partir du 27 décembre. Voilà, l'Italie reconfinée donc du 21 décembre au 6 janvier, l'Autriche du 26 décembre au 4 janvier. L'exécutif a souvent cité nos voisins européens pour justifier auprès des Français les décisions qu'on prenait sur notre territoire. Est-ce que la France, qui là ne fait pas comme ses voisins, a eu tort, messieurs ? Souvent, ce qu'on peut constater, c'est que ce qui se passe
à l'étranger, ce qui se passe dans les autres pays européens, finit par arriver en France avec une forme de décalage. 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et les courbes sont souvent des courbes parallèles. Là, vous parlez des cas de contamination. Les cas de contamination. Pas tant des décisions politiques. Mais du coup aussi les décisions politiques, souvent. Je me souviens au printemps, quand on voyait ce qui se passait en Italie ou en Espagne, on regardait ça avec un peu de hauteur, on se disait mais ça paraît complètement fou, jamais on ne pense, nous, qu'on sera amené à en arriver là. Et finalement, 15 jours après ou 1 mois après, on était nous aussi confinés. Donc je crois qu'il faut vraiment prendre très au sérieux ce qui se passe dans les autres pays européens. Évidemment, ça pose la question de la coordination européenne qui, sur l'année 2020, a été totalement défaillante. On voit bien que ça a été le grand sujet, la grande absence de cette année 2020, que cette absence de coordination. Et on va certainement connaître ce type de mesures dans quelques jours ou dans quelques semaines. C'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faudrait vraiment anticiper et mettre en place un plan où on dise à l'avance, voilà ce qui va se passer. S'il se passe ça, on fait ça. S'il se passe ça, on fait ça. Et qu'on donne d'ores et déjà les dates pour que tout le monde puisse s'organiser, notamment les professionnels. Reconfiner les Français, c'est envisageable? Ils l'accepteront? On a vu que les Français avaient une capacité d'adaptation et de résilience à subir des situations assez complexes. On tire. Après, effectivement, je ne veux pas tomber dans une forme de relativisme, mais finalement, il se passe un peu presque l'inverse de ce qui s'est passé au début du mois de novembre. C'est-à-dire qu'au début du mois de novembre, à la fin octobre, on disait que le gouvernement allait beaucoup plus loin que les autres pays européens. On se posait la question de savoir pourquoi ils allaient finalement aussi loin. Les résultats ont été contrastés. Finalement, ça a évolué comme dans les autres pays. Aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement va un peu moins loin que les autres pays. Enfin, c'est pas une impression. Noël en France par rapport à le reste de l'Europe, à l'exception, je crois, des Espagnols, se fera dans des circonstances un peu plus souples qu'ailleurs. Et les résultats restent aussi à peu près comparables à ce qui reste en Europe. Donc je pense qu'on doit avoir un peu de prudence dans nos analyses sur le sujet. Parfois on allait plus loin que les autres, parfois on allait moins loin. Et puis finalement les chiffres sont presque tous les mêmes dans tous les pays. C'est pas pour faire du relativisme, c'est pour dire que la solution quand même relèvera un peu d'un cas par cas quand même, malheureusement. C'est triste à dire, on aimerait avoir une feuille de route, on aimerait se dire qu'il va se passer ça tel jour, telle semaine, que dans 3 semaines on va faire ça. Mais on voit bien qu'il s'agit de répondre aux évolutions. Boris Johnson était probablement le dernier à vouloir arrêter Noël à 4 jours avant Noël, quand on sait les positions qu'il tenait tout au début de la crise de la pandémie. Et aujourd'hui, il prend une décision ultra radicale à quelques jours de Noël. Donc, un peu de modération tous, je ne sais pas pour chacun d'entre nous, mais on ne sait pas de quoi le futur sera fait. Mais peut-être en tout cas qu'immédiatement après Noël, toutes les familles devraient faire l'effort, quelle que soit la décision du gouvernement, de pratiquer une forme d'autoconfinement pour protéger les siens et réamorcer janvier dans les meilleures conditions. Vous parliez de prudence, le plus prudent sur ce plateau jusqu'ici, c'était Richard Bouilly. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se reconfine tous? Je ne sais pas si c'est la solution du reconfinement, parce que j'ai l'impression que c'est une solution ultime, mais on a testé un couvre-feu et on n'a peut-être pas mis suffisamment en avant, par exemple, les résultats de ce couvre-feu. Or, les courbes, elles ont commencé à se casser, à se briser avec le couvre-feu. Elles ont été accentuées, ça s'est accéléré avec le confinement, mais elles étaient déjà, avec le couvre-feu, en train de baisser. Donc, il y a peut-être aussi l'occasion de repasser par d'autres stades avant d'arriver au stade du reconfinement tel qu'on l'a connu au printemps, et je ne sais même pas. Il n'y en a pas 12 non plus, c'est-à-dire un autre stade, ce serait quoi? Le couvre-feu? C'est le couvre-feu. Après, imaginons, parce que moi je ne suis pas en total désaccord sur l'idée de dire est-ce qu'on ne peut pas quand même avoir une espèce de perspective qui donne quand même à penser ce qu'on va pouvoir faire ou pas faire. Les professionnels aujourd'hui nous disent que les politiques de stop and go subies sont insupportables. Pas de lisibilité, pas de possibilité quand on est commerçant, artisan, de prévoir les choses, et ça a été en gros évité pour les catastrophes en 2020, ça l'est un peu plus difficile, ça le sera plus difficile pour 2021. Donc l'idée quand même d'avoir des options n'est pas inutile. Ce que je dis simplement, c'est de peut-être ne pas aller, si on doit être dans la dissuasion sanitaire, comme la dissuasion nucléaire, peut-être de ne pas aller tout de suite du faible au fort, mais de passer par des étapes. Et l'étape, je pense, du couvre-feu, ça peut être aussi l'étape qui effectivement passe par la responsabilisation de tout un chacun, qui est que de dire après la période de Noël, on rentre dans quelque chose d'autre et on essaie d'avoir moins de brassage, moins de relations. Toutes ces hypothèses-là sont d'après moi à étudier. Mais on voit bien qu'on joue un jeu compliqué avec ce virus qui nous prend par moments dans des situations qu'on n'attend pas. Là, par exemple, on a organisé et un couvre-feu et
un confinement, les courbes baissent et tout d'un coup, début décembre, le professeur l'a rappelé, la courbe tout d'un coup devient en plateau. C'est-à-dire que là où on voulait la faire chuter encore plus pour arriver au fait avec quelque chose de très bas, on n'y arrive plus. On a l'impression de ne plus avoir d'impact. Bon, on parle de confinement ou d'autoconfinement. C'est vrai que quand on travaille, on ne peut pas s'auto-confiner comme ça. Ce n'est pas une situation facile à gérer, justement, pour des gens qui sont déjà en difficulté professionnelle, perte de chiffre d'affaires depuis des mois. Je pense que le confinement, on en jugera. On aura les résultats lorsqu'on aura plus d'informations sur l'origine du virus et sur le virus. Je pense que le confinement, hormis le premier, parce c'était une mesure d'urgence, est complètement inefficace. Je pense qu'il est inefficace parce que si on regarde le nombre de morts par habitant, on voit par exemple les États-Unis ont été un pays plutôt libre sous la présidence de Donald Trump, et pourtant on a un nombre de morts similaire par habitant en France, alors qu'on a fait 2 confinements et que les États-Unis ont uniquement au mieux confiné dans certains États. Donc je pense qu'il y a un doute sur l'efficacité du confinement. Je partage votre avis. Je pense que c'est le couvre-feu qui a été efficace parce que quand on regarde les cas de contamination, ils se font soit dans le lieu de travail, soit dans les rassemblements familiaux, et le couvre-feu empêche les rassemblements familiaux de façon implicite en fait. Ça veut dire que juridiquement on ne peut pas interdire aux gens d'avoir une vie privée. Par contre on peut les empêcher de sortir à certains horaires, et malgré tout il faut maintenir une sorte d'activité économique, parce que qui va payer la crise, qui va piller les systèmes d'hôpitaux et qui va sauver tous ces commerçants? On ne peut pas continuer à socialiser les pertes pendant 1 an de plus. Je pense que le confinement, stopper le confinement, y mettre un terme définitivement est une bonne solution. Éventuellement garder le couvre-feu et éventuellement limiter les déplacements le week-end, en tout cas intra-régionaux ou dans certains horaires. Je pense que c'est la meilleure solution. On peut faire ça pendant 3-4 mois. Au moins, on aura l'arrivée des beaux jours à partir d'avril. Et on sait qu'avec l'arrivée des beaux jours, les nombres de cas de contamination se diminuent. Et je pense que ça permet d'avoir un horizon pendant 4-5 mois, à la fois pour les commerçants et pour les gens, afin qu'ils aient une perspective meilleure pour 2021. Tenons bon jusqu'au beau jour. On va poser les questions au professeur Amouyel. Faut-il donc rappeler aux familles qui s'apprêtent à se retrouver que réjouissance pour Noël, d'accord, mais confinement de retour en janvier? Écoutez, je pense qu'il faut qu'en effet, comme le disaient les personnes présentes sur le plateau, il faut arrêter. Alors, il ne faut pas arrêter le stop and go. Il faut surtout arrêter de faire des mesures au jour le jour. Ce qu'il faudrait, c'est avoir une vision un peu prospective de tout ça. 1, pour donner de l'espoir aux Français, c'est un élément essentiel, savoir où on va. Et 2, en discuter avec eux pour ces différentes mesures, savoir lesquelles sont plus adaptées, puisque maintenant, comme vous le dites, on a une palette de mesures qu'on peut mettre en œuvre. Et troisièmement, avoir des indicateurs les plus précoces, parce que quand on parle de la mortalité, quand on parle des réa, il est trop tard, le virus est parti, va s'étendre sur 4 semaines, et le pic, il est apparu 3 à 4 semaines avant. Donc ce qu'il faudrait, c'est agir avant le pic. Il y a un outil qui s'appelle le réseau Aubépine, qui mesure la quantité de virus dans les eaux usées, et qui est une sentinelle excellente, extrêmement précoce. Plus de 6 jours avant les symptômes, vous commencez à excréter dans vos selles des quantités 1000 fois supérieures du virus. On en a beaucoup parlé, ça notamment à Marseille. Est-ce que ça se pratique dans les régions comme la région parisienne? Est-ce que ça, on n'entend pas parler à Paris, par exemple? Et justement, si, normalement, il y a 150 stations qui assurent cette surveillance. Maintenant que le système est rodé, on ne va pas attendre encore qu'on démontre que. Mettons en place tout de suite ce système de surveillance et regardons si ça peut servir d'alerte. Et c'est à partir de cette alerte, et non pas à partir du fait qu'on s'aperçoit que les nombres d'hospitalisations augmentent, parce que c'est ce qui est le sujet le plus préoccupant aujourd'hui, mais bien avant que les hospitalisations augmentent, avant que le virus se diffuse, si on sent cette augmentation, c'est là qu'il faut agir extrêmement vite pour le faire baisser très vite. Quand on arrive avec des saturations de réanimation, le temps de réduction de l'effet, que ce soit le couvre-feu, que ce soit, il faut le rappeler aussi, les vacances de la Toussaint qui avaient lieu en même temps et le confinement, vont avoir un certain délai à se mettre en œuvre qui est de l'ordre de 3 semaines. Et je voudrais rappeler que confinement et couvre-feu, c'est quand même un peu la même chose, puisque dans le confinement, vous êtes dans le modèle métro, boulot, dodo, vous rentrez chez vous et vous ne pouvez sortir de chez vous qu'avec une attestation. Le couvre-feu, vous pouvez tout faire, sauf que il vous est interdit de sortir après une certaine heure, sauf dérogation. Donc vous voyez, c'est des nuances dans le système, c'est le même genre de modèle, mais ce qu'il faut, c'est appliquer tout ça très très tôt pour éviter justement cette vague. On a 6 semaines pour la bloquer, profitons des 6 semaines, n'attendons pas la 5e. Relativement la même chose, dites-vous, mais est-ce que ça a la même efficacité? Justement, se poser la question, est-ce que le confinement a été efficace? Est-ce que le couvre-feu l'est plus? On n'est pas capable de le dire. On n'est pas capable de le dire, il n'y a personne qui est capable de le dire. Je vais prendre juste l'exemple de Comcor, l'étude qui est sortie, organisée par le Conseil scientifique, là récemment. Ils ont réalisé l'étude des contaminations et l'étude des mesures de contamination pendant le confinement. Et ils se sont aperçus qu'il y a quand même des gens qui ont déclaré avoir été dans des bars et des restaurants pendant le confinement. Il faudra m'expliquer comment ça s'est fait. Alors soit ils ont répondu à côté, il n'y en a pas beaucoup, mais ça veut dire qu'il y a quand même des personnes qui
passe au-delà de ces mesures. Il y a des réunions qui se déroulent au sein des sphères privées. Si je prends l'exemple du confinement tel qu'on l'a connu jusqu'à 21h, moi je sais que quand je quitte l'hôpital à 20h30, je mets 10 minutes pour rentrer chez moi. Là, tous les soirs, je mettais une demi-heure avec des bouchons sur le périphérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les gens, au lieu de se rencontrer après 21h, massaient leur rencontre entre 17h, heure de sortie du travail, et 21h. Or, le virus, il adore se promener quand il y a beaucoup de gens qui se rencontrent. Donc, son développement était favorable. Donc, les choses sont très compliquées, mais je crois que pour mieux responsabiliser chacun d'entre nous, il faut que nous participions aux décisions. Il nous faut des comités citoyens. Le Conseil scientifique avait réclamé ces comités déjà depuis le mois de juin. On est plusieurs à dire qu'en fait, on appliquera mieux des mesures qui sont comprises et qui sont décidées. C'est ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. Les comités citoyens, ça veut dire des consultations entre l'exécutif et les Français et des décisions prises, on va dire, collégialement? Expliquer, au moins expliquer. Les décisions doivent être prises par le gouvernement, mais expliquer et que les gens comprennent pourquoi on les prenne et les acceptent ou même fassent des propositions, parce qu'il y a une intelligence collective aussi qui permettrait de mieux adapter le choix, par exemple, au commerce de proximité, aux bars, aux restaurants. Je prends un exemple. Les Américains ont fait une étude en suivant 98 millions d'Américains avec leur téléphone portable entre le mois de mars et le mois de juin. Et ils ont regardé leurs mouvements et se sont aperçus que, en effet, c'était les bars, les restaurants, les salles de sport. À partir de cette masse gigantesque de données, ils ont fait des modèles. Ils ont essayé de modéliser le fait de réduire, par exemple, les jauges dans les bars et les restaurants. C'est-à-dire que vous avez 100 places, vous n'en autorisez que 20. Même chose dans les lieux de spectacle ou de culture. Ils se sont rendus compte que c'était des moyens qui permettaient de ralentir la progression de l'épidémie. Donc on a une palette très complexe et il faut l'adapter et faire vraiment une fine dentelle pour essayer de mieux l'utiliser au mieux et de l'économie et de la santé psychique des gens et de la santé physique. Parce que déconfinement et déconfinement, les gens finiront par ne plus les supporter. On a des détresses psychologiques, c'est nos étudiants. Il y a des détresses psychologiques dans la population et ça va ne faire que grandir si on continue. Alors, professeur, vous avez évoqué énormément de choses dans vos propos qui font réagir en plateau. Alors, d'abord, Jean-Didier Berger qui voulait réagir avant vous, Éric Chahut. Oui, simplement, moi, je veux bien qu'on demande de la différenciation dans la décision. Mais il y a déjà une forme de démocratie qui existe, c'est la démocratie locale. Donc avant de faire des comités citoyens, je pense que déjà si on décentralisait la décision à l'échelle départementale, à l'échelle régionale ou à l'échelle intercommunale, on pourrait peut-être éviter de fermer des commerces dont on sait que finalement ils peuvent recevoir sans que ça crée de risque, laisser tel ou tel équipement culturel ou musée ouvert parce qu'on sait qu'il n'y a pas de risque non plus, et puis finalement que l'État nous dise tant que vous êtes en dessous de tel seuil, on vous laisse la main. Si jamais vous vous êtes planté et si jamais le virus explose dans votre zone, à ce moment-là, on reprend la main. Mais pas besoin d'aller faire des comités citoyens ou de tirer au sort. Les élus du peuple sont désignés par le peuple et ils ne sont pas en dehors de la société, je le rappelle. Oui, j'adorerais, je vous rejoins sur ce point, j'adorerais me dire qu'on pourrait avoir 68 millions d'épidémiologistes en France et que collectivement sortirait d'une intelligence collective. Ça ne marche pas bien pour le football, on sait aussi qu'on a 68 sélectionneurs de l'équipe de France. À un moment donné, voilà, on confie la possibilité à des gens de prendre des décisions et après, elles sont sanctionnées ou pas. D'ailleurs, c'est bien aussi, lorsqu'elles font des erreurs, qu'elles soient sanctionnées. Mais voilà, en revanche, il y a un point sur lequel je le rejoins, c'est-à-dire qu'il faut probablement décentraliser plus. J'irais même encore un petit peu plus loin que vous. Je pense que la question, elle n'est pas simplement d'avoir une différenciation, par exemple, sur l'ouverture des commerces ou pas à l'échelle d'une commune. C'est que la France est ultra centralisée et qu'on se pose systématiquement la question de savoir comment on va mettre en place une politique nationale. Alors, ce que je vais vous dire va à l'encontre de ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez qu'il faut avoir plus de lisibilité, savoir où on va, que ce soit les mêmes règles pour tout le monde. Mais j'ai envie presque de vous dire l'inverse. En réalité, laissons un peu plus faire les territoires. Parce que le virus, il évolue pas de la même manière en fonction des territoires. Les situations sont très différentes. Il y a le cas de la Corse aujourd'hui qui a pris une décision très particulière. On allait y venir. Oui. Alors, parlons-en du coup. La Corse, ils ont pris à un moment donné la décision d'exiger des tests pour aller sur l'île. De dire qu'il y aurait des contrôles. Et on a justement des images des premiers contrôles qui sont en vigueur aujourd'hui. Je passe ma vie à dire qu'il faut faire plus confiance aux collectivités locales pour décider. Donc je ne vais pas dire là que les Corses ont tort de faire l'inverse de ce qui se passe sur le territoire national. Ils ont pris une décision qui leur est propre parce qu'à un moment donné, la situation elle est différente chez eux. Alors on voit les images qui datent d'aujourd'hui, c'est le premier jour d'entrée en vigueur de ces contrôles. En Corse, il y a moins de lits et donc ils ont décidé de le faire. Faisons-leur confiance. C'est juste étrange que le gouvernement le laisse faire aux Corses et refuse les mesures proposées par les autres exécutifs locaux, les autres régions, les autres départements. Tout à fait. Et donc moi j'appelle à ce que cette écoute corse
soit élargie à l'ensemble du territoire. Et on parlait tout à l'heure c'est un exemple de cette décentralisation du pouvoir que de nombreuses personnes en appelons France de nos vœux. exigent, puisqu'on rappelle c'est le préfet qui a donc décidé, préfet de Corse en accord avec les autorités sanitaires, donc de demander à tous ceux qui monteraient dans un bateau ou dans un avion pour venir sur l'île de Beauté pendant les fêtes de montrer un test négatif. Évidemment, d'autres préfets pourraient prendre les mêmes décisions. Est-ce que ce serait un bon exemple de décentralisation ? Je ne sais pas, on verra, on l'évaluera. Là, il y a, je crois, 3000 personnes qui sont arrivées. On en attend entre 45 et 47 000, donc on est au tout début. On montrait qu'il y avait quand même beaucoup de gens, je crois que c'est 98% qui sont arrivés aujourd'hui avec un test en main. Donc c'est plutôt quelque chose qui est à la fois suivi, pour le moment en tout cas, et auquel, je crois, les personnes qui viennent en Corse ont compris l'intérêt qu'il y avait. Enfin, c'est une situation qui est très particulière. On en parlait encore la semaine dernière sur ce plateau en disant que la situation en Corse était particulière, que ce qu'avait vécu l'île par rapport à l'épidémie, que sa situation vis-à-vis du système hospitalier, des lits disponibles, rendait aussi ce type de décision peut-être nécessaire, parce que sinon, à un moment donné, revivre les difficultés dans lesquelles l'île a été à un moment donné n'était pas forcément ce qu'on pouvait attendre. Donc on a dit à cas exceptionnel une mesure qui est adaptée et qui est exceptionnelle. Est-ce qu'il faut la reproduire ? Est-ce qu'il y a la même singularité dans d'autres départements ? Pour le moment, non, mais on verra bien. Mais dire qu'il y a une possibilité pour qu'on adapte des solutions qui sont là visées comme justes, qui sont en plus par du préfet, des autorités sanitaires, les élus ont été consultés. Bref, ça me semble plutôt une opération pour le pragmatique, comme dirait le président de la République. Et on va savoir si les Français qui se rendaient sur l'île de Beauté aujourd'hui sont si pragmatiques, justement. Réaction donc de ces voyageurs contrôlés aujourd'hui. En Corse, il y a une population très âgée, donc je pense qu'il faut protéger nos aînés. Et puis, il n'y a pas d'autre moyen. Et si ça s'en est un, il faut l'utiliser. Pour le moment, il n'y a pas de vaccin, donc voilà, c'est comme ça. On a pris nos précautions. Donc on a réalisé le test 2-3 jours avant. Et puis voilà, c'est bon. Après, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est de pouvoir réaliser le test, en fait. En termes de sécurité, on n'a pas beaucoup déjà au niveau de place dans les hôpitaux. Donc, et pour éviter la propagation, de toute façon. Donc je trouve que c'est très bien. Et Richard, l'UDI demande depuis un moment un passeport sanitaire à l'image du passeport vert comme il est en vigueur en Israël. On y arrive petit à petit ? Oui, petit à petit. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ont été dites cette semaine qui étaient assez inexactes sur le principe de ce passeport vert. Ce n'est pas un certificat obligatoire. Il ne s'agit pas d'interdire l'accès à des droits à des gens qui n'auraient pas fait qui n'auraient pas fait le vaccin. C'est au contraire ouvrir des droits à nouveau aux personnes qui l'ont fait, qui l'ont réalisé plus vite. En fait, l'idée aujourd'hui, ça revient à pénaliser indirectement ceux qui ne suivent pas l'exemple. Tout est interdit à tout le monde, notamment l'ouverture des théâtres, des musées, de l'ensemble des lieux culturels. Et c'est fermé pour tout le monde. Là, l'idée, c'est de dire que si quelqu'un, à un moment donné, a fait son vaccin, on a la possibilité pour lui d'aller dans ce type d'endroit. Ça permet de rouvrir ces espaces progressivement, donc ça va dans le sens de l'économie. C'est un petit peu incitatif également. Encore une fois, il ne s'agit pas d'interdire des droits à des personnes, il s'agit juste de faire en sorte que ceux qui ont des droits, qui ont fait leur vaccin, puissent commencer à revivre. Une petite précision, parce que ce qui avait été mal compris aussi sur cette affaire-là, c'est que le corollaire d'une décision comme ce passeport, ce serait qu'il y ait une offre vaccinale importante. Évidemment, s'il y a trop peu de vaccins et que du coup un petit nombre de personnes ont accès au vaccin et qu'à ce moment-là une forme d'élite aurait ce droit et ce passe-droit, ça deviendrait inacceptable. Mais le corollaire, bien entendu, du principe de ce passeport vert, qui est du simple bon sens, c'est associé évidemment à une offre vaccinale importante qui laisse les citoyens juger et pas de sélectionner des gens qui plus rapidement que les autres auraient des droits parce qu'ils agréeraient moyen d'avoir plus rapidement que les autres le vaccin. Question, alors on y arrive, mais pas tout de suite. Il va falloir que le vaccin arrive de façon plus large sur le territoire. Vous avez vu, les personnes aujourd'hui, vous disiez, il y a quelques minutes, vous disiez qu'au Havre, les gens hésitaient à se faire vacciner, qu'il n'y avait que 9% de la population. Se faire dépister. Se faire dépister. Quand vous se faire dépister, excusez-moi. Et quand vous avez une motivation, vous y allez plus facilement parce que la même personne là, qui probablement venait du Havre, je dis ou de n'importe où ailleurs, voulant partir en Corse, s'est dit à ce moment-là que finalement c'était pas si compliqué de se faire dépister. Probablement que pour le vaccin, ce sera un petit peu pareil. Aujourd'hui, les gens ont un peu peur, on le comprend, c'est récent, c'est neuf, on n'a pas de garantie sur ce que sera ce vaccin, et donc c'est normal que les Français se posent des questions. Mais si à un moment donné, quelques droits sont assortis à ça, du coup, ce sera une incitation et un moteur supplémentaire pour y aller un petit peu plus vite, comme cette dame qui était contente finalement de se dépister pour aller en Corse, parce qu'à la fin, elle pouvait passer sa semaine de vacances sur l'île de Beauté, et je comprends son enthousiasme. Réaction en plateau, et puis en posant la question au professeur Amouyel, justement, sur ce passeport. Il y a ça, et puis on voit bien aussi que finalement, le deuxième confinement a été un peu une façon de faire le confinement des personnes âgées sans le dire. Voilà. Puisque finalement, tout le monde était censé être confiné, sauf ceux qui travaillaient, sauf ceux qui allaient à l'école, sauf ceux qui
finalement tout le monde, sauf les personnes âgées. Et ça n'a jamais été assumé par l'exécutif, pour des raisons constitutionnelles, juridiques, de ne pas vouloir discriminer, et puis pour des raisons politiques aussi, parce que le président s'est vite aperçu que qu'est-ce qu'était une personne âgée, c'est très compliqué dans notre pays à définir. Il y a des gens qui sont plus âgés qui se sentent très jeunes, et puis il y a des gens qui sont plus jeunes mais qui sont déjà fragiles et fatigués. Donc ils ont renoncé complètement à ça. Et puis il y a eu la fermeture des petits commerces dits non essentiels, et c'est ça qui finalement n'a pas permis à ce mécanisme d'arriver. Et on a un problème dans notre société, dès qu'on fait une forme de différence, telle que le propose le passeport, eh bien finalement, il y a toute une partie de la population qui n'assume pas. Et je crois qu'on sera obligé d'y venir, parce qu'on ne pourra pas continuer à bloquer tout le monde, alors que finalement, on s'aperçoit que ça n'est pas forcément totalement obligatoire. C'est comme les rayons dans les supermarchés, pardon d'y revenir, ou parce que les librairies ne pouvaient pas ouvrir, ce que je faisais partie des gens qui le regrettaient, que du coup les rayons étaient obligés de fermer, les rayons librairies étaient obligés de fermer dans les supermarchés. On pénalisait tout le monde parce qu'à un moment donné, une décision était prise pour une moitié. Là, c'est la même chose. C'est de permettre au moins à une moitié de vivre en attendant que la deuxième puisse le plus vite possible monter à bord. Je partage les derniers propos. J'ai écrit un texte récemment. Je dis que le problème en France, c'est qu'on fait à chaque fois primer l'égalité sur la liberté. Normalement, ce sont deux valeurs à concilier. Mais en France, parce qu'on souffre d'excès de socialisme, on fait à chaque fois, on veut promouvoir l'égalitarisme de façon volontaire. Vaut mieux être égaux dans la misère que plutôt être libre dans une forme d'inégalité. Je pense qu'on souffre d'un véritable problème. Je partage vos points précédents. Ce qu'il faut, c'est éventuellement mettre plus de différenciation. Vous avez proposé un moyen avec la décentralisation des mesures. On y était en septembre. Mais après, on a encore changé de stratégie et le national a repris la main. Ce qu'il faut, c'est assurer de la lisibilité et puis redonner aux Français leur liberté. Ils sont assez grands. Il n'y a pas besoin de les traiter comme des enfants. Ils sont capables de prendre des décisions tout seuls. Ce sont des gens responsables. Les gens savent de façon responsable. Le problème, c'est qu'on leur a dit des informations contradictoires depuis 1 an. Ça fait depuis 1 an qu'on connaît actuellement le virus. On ne sait toujours pas l'origine du virus. On ne sait toujours pas quelles sont les mesures les plus efficaces et quelles sont nos méthodes nationales ou éventuellement locales pour assurer une bonne efficacité. Je pense qu'il faut, si on met une stratégie simple et lisible, les Français suivront parce que ce sont des gens responsables qui sont attachés à la fois de formes de solidarité pour les plus anciens, pour leurs égaux et pour leur pays. On va poser la question au professeur Amuyel, qui est toujours en direct avec nous. Merci de participer à notre émission sur le passeport sanitaire, le passeport vert, peu importe l'expression. C'est une bonne idée, selon vous? Si je peux me permettre, je voudrais une question à vos invités. Vous connaissez déjà un pays qui a fait un confinement spécifique par âge avec une efficacité reconnue? Écoutez, moi, ça n'est pas parce que ça ne se fait nulle part que ça n'est pas une bonne idée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit qu'effectivement, la plupart des personnes qui sont décédées de ce virus sont des personnes fragiles, atteintes de comorbidité, et qui sont plutôt des personnes âgées ou très âgées. Donc on voit bien qu'en bloquant toute la société, en disant voilà, on ne veut pas faire de différence entre les uns et les autres, et donc par conséquent, on bloque tout le monde, même si on n'est pas du tout sûr que ça soit absolument nécessaire. Moi, ça me pose une vraie question. Voilà. Et je pense qu'il y a un moment donné où il va falloir réfléchir différemment. Si les choses durent, si on n'a pas le vaccin tout de suite, si le vaccin n'est pas totalement efficace, s'il y a une forme de mutation qui ne permet plus d'être couverte par le vaccin, ou si on a un nouveau virus, il faudra être capable d'adopter une organisation de notre société qui permette d'avoir un équilibre. Parce que l'injection de milliards, de dizaines, de centaines de milliards dans l'économie, c'est possible quand tous les pays sont touchés en même temps. Mais le jour où on aura un virus qui ne touchera que l'Europe, est-ce que vous croyez vraiment que les autres puissances mondiales seront d'accord pour fermer les yeux sur les dettes qu'on aura été obligé de contracter? À ce moment-là, quand il y aura une différence entre les continents, ce système d'injecter de l'argent, il ne tiendra plus. Donc je crois qu'on a tout à fait intérêt, et c'est un vrai sujet démocratique évidemment, de priver une partie de la population de liberté par rapport à une autre. Évidemment, ça crée un vrai sujet, et il ne faut pas le mettre sous le tapis. Mais par contre, de priver tout le monde de liberté, ça pose aussi une autre question. Professeur Amuyel. Vous conviendrez avec moi que ça fait quand même beaucoup de si.
Je crois que ce qu'on va faire actuellement est la bonne solution. Si on prend les personnes qui étaient confinées dans les EHPAD, c'est là qu'il y a eu le plus de morts, hein, je vous rappelle. Juste un point comme ça. Donc, si on ne prend pas en compte la transmission du virus justement à ces personnes par les voies, il va falloir voir des médecins qui vont venir les voir, des personnes qui vont leur apporter à manger. Donc, il faudra bien faire attention que ces personnes elles-mêmes ne transmettent pas le virus, comme on a vu ça dans les EHPAD. L'autre point qui est fait, si vous regardez le plan qui a été proposé par l'HAS pour la vaccination, c'est exactement la même chose, mais de manière positive. On va commencer par vacciner les plus vulnérables. Et c'est comme ça qu'on diminuera les charges des réanimations. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 choses à faire pour résoudre définitivement. Un, faire du dépistage massif, et la Corse est un exemple de ce dépistage massif, et c'est une expérience qu'il faut absolument suivre. Alors pourquoi je dis que c'est une expérience de dépistage massif? Parce que quand vous rentrez en Corse, vous considérez que c'est un territoire qui est isolé par nature, et lorsque les gens rentrent, ils ne rentrent que par une voie, ils sont automatiquement dépistés. C'est ce qu'il faudrait faire en fait dans toute la France. C'est ce qu'a réussi Taïwan, c'est ce qu'a réussi le Vietnam, c'est ce qu'a réussi en grande partie la Chine, c'est ce qu'a réussi la Corée du Sud. Et aujourd'hui, ils peuvent se promener en attendant de se faire vacciner dans des conditions quasi normales. L'autre élément, c'est les vaccins. Je suis moi plutôt optimiste pour les vaccins. Je vais vous dire pourquoi. J'ai l'habitude des campagnes de vaccination contre la grippe. C'est toujours une galère infernale de convaincre les gens de se faire vacciner et on a des taux très faibles. Là, on est tombé pour la première fois, je n'ai jamais vu ça, en rupture de stock de vaccins. Donc il se passe quelque chose quand même dans l'esprit des Français, dans l'esprit des populations, qui font qu'il y a une appétence à sortir de ça, ils en ont conscience. Donc je crois qu'aujourd'hui, si on veut, en effet, vous avez raison, pas dépenser les milliards qu'on injecte, prendre une partie de ces milliards pour faire un vrai dépistage massif, systématique avec l'isolement, pendant 3 ou 4 fois pour épuiser le virus, le surveiller à l'avance et parallèlement vacciner le plus vite possible. Et on en sortira d'une manière définitive, ça je suis quasiment certain. À quelques jours de Noël, puisqu'on parle de tests, sachez que les Français affluent dans les laboratoires, justement, voyage, symptômes véritables ou précautions d'usage. Toutes les raisons sont invoquées. Conséquence, 20% de tests à traiter en plus en ce moment dans un laboratoire du Blanc-Ménil. C'est l'exemple qu'a pris Thomas Chama pour faire ce reportage. Devant ce laboratoire, il faut faire la queue pour effectuer un test Covid. À quelques jours de Noël, tous veulent jouer la carte de la précaution. Je vais voyager dans le sud-ouest et donc j'ai quelques collègues qui l'ont eu et je voulais juste vérifier avant de retourner pour les fêtes dans la famille. J'ai eu des symptômes hier qui m'ont fait penser que c'est peut-être le Covid, mais maintenant le moindre petit symptôme, ça nous fait penser à ce genre de choses. Mais vu que les tests sont assez plus simples à réaliser et on a des rendez-vous assez rapidement, donc je me suis permis quand même de prendre un rendez-vous pour avoir vraiment des idées claires. À l'intérieur, les secrétaires médicales enchaînent les prises de rendez-vous. Du coup, les résultats, vous pourrez les consulter sur le site laboclément.com qui est écrit ici, avec les codes qui sont inscrits au dos, ce soir ou demain matin. Cette semaine, les demandes de tests sont 20% plus nombreuses qu'à l'accoutumée. Pour le docteur en charge de ce laboratoire, il a fallu anticiper cette période d'affluence. On doit adapter et donc acheter plus de matériel et puis également recruter et modifier les plannings pour pouvoir mettre nos équipes là où on a un besoin le plus important. Mais attention, même si vous réussissez à obtenir un test négatif, le conseil scientifique rappelle qu'il ne faudra pas omettre les gestes barrières lors des fêtes de fin d'année. Il ne faudra pas oublier les gestes barrières, évidemment, on ne cesse de le répéter. Et pourtant, regardez ce sondage, les résultats de ce sondage BVA pour Noël. 29% des sondés ne comptent pas respecter la jauge de 6 personnes maximum à table. Et 68% disent qu'ils ne porteront pas le masque pendant le réveillon. C'est vrai qu'on n'a pas arrêté de dire ces derniers mois que les Français étaient plutôt obéissants. On parlait de résilience tout à l'heure. 68% de Français qui ne veulent pas porter le masque pendant le réveillon, ça va à l'encontre... C'est un sondage qui a été fait à l'Élysée ou c'est un sondage qui a été fait dans la population française? Dans la population française. Non, évidemment, on voit dont bien le président fait partie. On voit bien évidemment que ça finit par être lassant pour tout le monde et c'est difficile d'avoir une discipline de faire matin, midi et soir pendant 6 mois, 9 mois, peut-être davantage. Donc qu'il y ait des moments de relâchement, je pense qu'il faut évidemment se garder de donner des leçons de morale et on voit bien que nos concitoyens sont un peu à bout. Maintenant, le rôle des responsables publics, c'est quand même 1, d'être exemplaire, 2, même si personne n'est parfait, et 2, d'essayer aussi de faire beaucoup de pédagogie et d'expliquer que malheureusement, dans l'attente du vaccin, dans l'attente d'une autre stratégie, les gestes barrières restent la seule méthode à peu près fiable pour éviter de se contaminer les uns les autres. Oui,
Éric Jeanne ? Oui, il faut à la fois faire confiance aux gens et en même temps aussi respecter les décisions des gens, quelles que soient les conséquences, puisqu'on sait très bien qu'après Noël, il y aura évidemment un rebond, si tant est qu'on n'était pas déjà dans une période de progression. Quel que soit le comportement des Français pendant ces fêtes, finalement, on sait qu'il y aura un rebond. Donc... Il y a un mois, il y a eu cette phrase du professeur qui m'avait fait bondir. Donc ne le mettez pas. Non, mais je veux dire, ça va à l'encontre des préceptes que nous rappellent les médecins aussi. Non, mais je veux dire, c'est que après les gens vont réagir différemment. Vous savez, il y a un mois, il y a eu cette phrase qui a fait bondir tout le monde, moi en tête, sur l'histoire de la bûche, où la bûche on la coupe en deux et papy et mamie vont la manger dans la cuisine. Elle m'a fait hurler, elle m'a fait bondir. Et finalement, d'une certaine manière, un mois après, je me l'applique à moi-même et en allant encore plus loin. C'est-à-dire que du coup, la bûche, elle ne sera pas coupée en deux, mais on a fait le choix avec ma famille et mes parents. Deux bûches. Non, mais de ne pas fêter Noël cette fois-ci ensemble, parce que je préfère fêter plus de Noël avec eux les années suivantes que de fêter celui-ci. C'était une décision très difficile, mais jamais je reprocherai aux 28% de Français ou 29% qui font un choix inverse, de faire un choix inverse. On est à un moment donné face à nos responsabilités. Vous parlez de liberté tout à l'heure. Évidemment, ça aura des conséquences à la fin sur la vie des gens. Évidemment, il y aura probablement des décès supplémentaires, mais c'est un peu de la liberté collective. J'ai fait un choix inverse, je respecte des gens qui ne feraient pas la même chose. Après, il y a des familles qui malheureusement vivent aussi des drames familiaux et qui ne veulent pas rater ce dernier Noël pour d'autres raisons et qu'on ne peut pas empêcher de se retrouver. C'est ce que je vous dis, tout à fait. La liberté est la valeur la plus importante de notre pays. Des gens se sont battus pour ça. En 1789, lors de différentes révolutions, en 1944. C'est difficile d'expliquer à des personnes dont la valeur de Noël est différente selon les personnes. Pour certaines personnes, Noël est la fête la plus importante de l'année, notamment pour des questions religieuses. Donc il est difficile de leur expliquer, voilà, pour cette fête-là, vous allez faire ci, vous allez faire ça, surtout lorsque le pouvoir lui-même ne s'applique pas ses propres règles. Le problème, c'est la question de l'exemplarité. On ne peut pas aujourd'hui, et vous êtes responsable public, vous ne pouvez pas vous appliquer les règles que vous édictez à votre population. Il est difficile aujourd'hui aux Français, en tout cas de leur expliquer, voilà, vous allez porter le masque, vous allez vous limiter à 6. Par contre, le chef suprême, notre monarque élu pendant 5 ans, ne le fait pas lui-même. C'est très compliqué aux Français. Et puis pour certaines familles, c'est le seul moment de l'année où on se retrouve aussi, les fêtes de fin d'année. Et surtout, moi j'ai entendu des témoignages. Il y a des personnes aujourd'hui, les grands-parents, qui sont âgés de 90 ans, auxquels ils peuvent penser légitimement que c'est peut-être leur dernier Noël, c'est peut-être leur dernier moment de voir leurs petits-enfants, leurs enfants. Et est-ce qu'on peut aujourd'hui, est-ce que c'est le rôle de l'État d'interdire à ces personnes-là de passer un dernier moment avec leurs enfants? Je ne le pense pas. Les Français sont libres de décider. Le président de la République a autorisé les fêtes de Noël. Je pense que les Français sont assez responsables et assez grands pour pouvoir décider eux-mêmes comment ils le passent, comment ils le souhaitent. Et en plus, maintenant, ça fait 1 an qu'on connaît ce virus. Ils connaîtront les conséquences. Donc, je pense qu'ils sont assez grands et assez matures pour pouvoir le faire eux-mêmes. Il y a un autre aspect qu'on voulait évoquer ce soir avant de refermer cette page Covid. La Martinique et la Guadeloupe sont des destinations très prisées en cette fin d'année. Ce sont des destinations qui coûtent assez cher d'ordinaire. Pourquoi un tel attrait cette année? On va poser la question à Patrick Visseria de l'Association française des experts en tourisme. Merci d'être en direct avec nous. On parle d'un triplement des réservations entre particuliers. Comment l'expliquez-vous, vous qui êtes expert du tourisme de ces Français? Alors effectivement, nous vivons dans un monde qui est totalement fou. Au moment où on ferme les stations de sport d'hiver, au moment où on parle de la progression de la maladie, eh bien, les réservations explosent sur les Antilles. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a un contexte sanitaire qui est beaucoup moins anxiogène qu'ici. On a des indicateurs qui sont au vert, des indicateurs au niveau du nombre de personnes qui sont atteintes, et y compris au niveau des décès. Il y a eu assez peu de décès en fait dans les îles des Antilles. Et tous les hôtels, les restaurants, les bars sont ouverts. On aimerait que ce soit la même chose en métropole. Et on a des tarifs qui sont extrêmement attractifs puisque les tarifs sont globalement 30% moins chers en fait que ce qu'on paye à d'autres périodes de l'année. Et puis les conditions de flexibilité des réservations, des annulations, des remboursements sont aujourd'hui extrêmement intéressantes. Donc tout ça fait qu'avec une campagne de communication massive depuis 2 mois lancée par les Antilles, eh bien, on a ce soir des hôtels qui sont remplis à 80% dans cette destination. Certes, il y a beaucoup en fait d'Antillais qui rejoignent leur famille et qui vont passer les vacances en famille, mais il y a aussi une clientèle touristique
qui n'a pas pu aller dans les stations de sport d'hiver, qui n'a pas pu aller dans d'autres destinations et qui se reporte en fait sur les Antilles. On précise, vous l'avez dit, que le virus est en régression depuis quelques semaines dans les Antilles, que le couvre-feu a été levé il y a 5 jours à peine. Absolument. Et donc, quand on regarde les destinations qui étaient prisées au cours des dernières années, on voit que bien des destinations comme l'île Maurice, la Tunisie, la Thaïlande sont des destinations qui sont fermées aujourd'hui. Et donc, les Antilles devraient tourner à fond pendant cette période de Noël. Merci beaucoup Patrick Visseria de nous avoir donné ces précisions. Je rappelle que vous êtes membre de l'Association française des experts en tourisme. Président de l'Association française des experts en tourisme. Merci. Bonne soirée à tous. À vous. C'était pour finir sur une petite note réjouissante, même si évidemment partir dans les Antilles, ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est aussi pour rappeler que ces fêtes de fin d'année doivent avant tout aussi être peut-être un moment de réconfort et de répit pour de nombreux Français dans ce contexte assez morose que nous vivons depuis plusieurs mois. Il va falloir décompresser un petit peu. Ah oui, je crois que ça, il va falloir décompresser puisque on le dit avec la période du confinement, c'est tous les troubles à la fois psychologiques, l'isolement, le stress, enfin. Aujourd'hui, tout ce qui est sur la santé mentale revient énormément. Elle est chez les étudiants, mais dans la population aussi. Il y a vraiment l'idée de faire un break. Et en fait, je crois que c'est un peu ça aussi, la partie de ces fêtes de fin d'année. Il y a vraiment l'envie, pour beaucoup, de se ménager un moment. Ouais, de souffler, de se ménager un moment pour soi et pour ses proches. Évidemment, ça ne règle pas la question qu'on a posée pendant l'émission des gestes barrières, de la prudence, etc. On est bien d'accord. Au contraire même, j'allais dire, ça pourrait presque être l'effet inverse. On a l'impression que finalement, on a levé beaucoup de choses en France qu'en d'autres pays, au contraire, avec une situation un peu analogue, on mettait plus de restrictions. Donc, un peu un sentiment bizarre. Ça marche pour Noël, ça marche pas pour le premier de l'an. Enfin, quel est ce découpage? C'est pas très clair, mais il y a quand même l'envie, je crois, de souffler pour de nombreux Français. Et dans ce qui avait été évoqué, qui paraissait très important tout à l'heure et sur lequel on n'a pas rebondi, mais que le professeur avait évoqué, et qui, je crois, est un élément déterminant, c'est le réseau de surveillance. C'est comment on met en place un système d'alerte qui fait qu'on est en capacité d'imaginer des scénarios adaptés à l'évolution de l'épidémie en fonction de signaux qu'on a en amont, c'est-à-dire en amont des cas d'hospitalisation, des cas de réanimation, etc. On a aussi un peu tendance à agir sous le coup à chaque fois de l'épidémie. Comment on prend de vitesse l'épidémie en ayant un système d'alerte un peu plus fin, un peu plus adapté. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, mais en tout cas dire que c'est vers ça qu'on doit aller pour ce virus. Ça se met en place, en tout cas, petit à petit. Ouais. Je pense que c'est vraiment une solution intéressante. Il faudrait qu'on reprenne sur ce terrain les discussions avec les scientifiques. On en a toujours à apprendre par rapport à la lutte contre ce virus. On va remercier le professeur Philippe Amouyel, médecin, professeur de santé publique au CHU Lille, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous ce soir, avant d'entamer le dernier quart d'heure de Soir Info Week-end. Avec cette question, pourrons-nous encore trouver du cabillaud et du merlan sur les étals de nos poissonniers? Et si oui, à quel prix? Ces questions peuvent paraître anecdotiques, je le sais, mais elles traduisent pourtant l'une des conséquences très concrètes en cas d'échec des négociations en cours entre Britanniques et Européens. Ils tentent toujours de trouver un accord post-Brexit et il ne reste qu'une dizaine de jours avant la date butoir. Au cœur des discussions, il y a donc l'accès aux eaux de pêche britanniques où les pêcheurs français puisent chaque année 170 000 tonnes de poissons. Reportage à Boulogne-sur-Mer de Constance Meyer et Damien Deparnay. À la criée de Boulogne-sur-Mer, le Brexit est dans tous les esprits. Car en cas de no deal, les pêcheurs français ne pourront plus s'approvisionner dans les eaux britanniques. Tout ce qui est filet de merlan, filet de cabillaud, tout ça, ça vient de là-bas. Donc s'il n'y a plus, on sera vraiment un gros problème. Ce pêcheur est très inquiet. Sans accord, il craint de perdre une grosse partie de ses revenus. On va être très impacté par le Brexit, puisque moi je passe 80% de mon année dans les eaux anglaises. Que là, si on retire les eaux anglaises, moi je suis mort. Je suis mort, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Mais après, ça va impacter tout le monde, puisque nous, les bateaux qu'on ne pourra plus aller dans les eaux anglaises, on va venir dans les eaux françaises, on va venir à côté des copains. Voilà, tout le monde va être impacté, il ne faut pas croire. La pêche est l'un des principaux points de blocage entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les négociations se poursuivent pour tenter de trouver un accord in extremis. Mais le ministère britannique de la Défense a d'ores et déjà annoncé que des navires de la Royal Navy se tenaient prêts à protéger les zones de pêche britanniques.
Si je ne peux pas aller pêcher dans les eaux anglaises, a dit ce pêcheur, je suis mort. Éric Chall, vous connaissez Boulogne-sur-Mer, vous y êtes allé il y a Oui, avec longtemps. Jean-Christophe Lagarde dans le cadre de la campagne européenne. C'est vrai que c'est une situation très critique pour les pêcheurs français si aucun accord n'est trouvé. Oui, c'est absolument pas anecdotique parce que ça concerne entre 6 et 8 000 emplois et au bas mot. Pourquoi ? Parce que il y a 36% des prises de pêche qui se font dans les eaux territoriales britanniques, et pour les pêcheurs bretons, c'est plus de 50% de leur pêche, et pour les Hauts-de-France, c'est encore pire parce que dans le cas de Boulogne, on est aux alentours de 3/4, une 3/4 qui se fait en pêche de pêche dans les eaux britanniques. Donc c'est la raison pour laquelle je fais partie des gens qui considèrent qu'il faut toujours chercher un accord. Effectivement, nos partenaires britanniques deviennent insupportables depuis des années dans la négociation, mais il n'y a rien de pire qu'une absence d'accord. Parce qu'à la fin, ça laisse sur le carreau tous les gens, justement, qui auraient pu avoir leur sort réglé dans le cadre de l'accord. Là, dans cette affaire spécifiquement, il reste encore 10 jours. J'ai bon espoir que nous essayions d'obtenir quelque chose, mais bien entendu... Ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on dit, tiens, il reste encore un petit délai. Les Britanniques sont arc-boutés là-dessus, mais en réalité, ils ont aussi un intérêt. C'est aussi, on est dans une situation commerciale, parce que si pour la France, c'est dramatique de perdre la pêche, la possibilité de pêcher dans les eaux britanniques, il faut savoir que pour les Britanniques, l'exportation de leur propre pêche se fait à plus de 70% en Europe. Ce qui veut dire que si à un moment donné, on les laisse chez eux, ok, ils auront plein de poissons, mais si on a une politique aussi de fermeté commerciale, à ce moment-là, ils n'auront plus de possibilité d'exporter. Et s'ils n'ont plus de possibilité d'exporter, c'est les pêcheurs britanniques qui vont se retrouver dans une situation difficile. Donc le bras de fer, il existe des deux côtés. Je vous dis, il y a une solution assez simple. Dans l'hypothèse où je fais confiance au gouvernement sur cette affaire pour essayer de trouver toutes les solutions et à l'ensemble des partenaires européens. Mais si on n'y arrive pas, à ce moment-là, il faudra que l'Europe joue vraiment le jeu de la fermeté vis-à-vis des Britanniques. On a encore 10 jours pour avoir un accord. Mais s'il n'y a pas d'accord, à ce moment-là, il faudra une taxe aux frontières sur l'importation du poisson. Et cet argent devra abonder un fonds, le fonds qui existe aujourd'hui, qui est un fonds européen pour les affaires maritimes, et ce fonds permettra d'aider tous les pêcheurs de la mer européens et bien entendu les pêcheurs français en tête, puisqu'on est les plus concernés par le partage des eaux territoriales avec les Britanniques, et de les protéger en priorité. Et là, c'est aussi l'honneur de l'Europe, dans ces cas-là, de pouvoir venir directement en aide aux gens qui en ont besoin. L'Europe, c'est un marché, ça développe économiquement, et lorsqu'à un moment donné, des gens ne peuvent plus être dans ce développement économique, ce fonds de soutien européen doit permettre de protéger les pêcheurs, mais c'est une solution provisoire. Parce il n'y a pas que les Français, c'est vrai que les Pays-Bas s'inquiètent aussi de la situation. Les autres pays. Vous évoquiez ce qui peut se passer après, on va le préciser pour nos téléspectateurs. Effectivement, si aucun accord n'est trouvé, et pour l'instant les discussions sont mal engagées, ça signifie qu'à partir du 1er janvier, les échanges entre l'Union européenne et Londres se feront selon les règles de l'OMC, ça veut dire des droits de douane et des quotas. Ça a des conséquences lourdes économiquement. Oui, mais on peut aussi parier qu'à un moment donné, la raison finisse par l'emporter. Je suis très optimiste. On peut être optimiste, oui, c'est vrai. Non, mais on peut. Pourquoi ? Parce que quelque part, les deux parties y ont finalement, à un moment donné, intérêt. C'est 6 000 à 8 000 emplois en France, c'est 12 000 emplois à peu près. Mais pourquoi c'est si compliqué de tomber d'accord si justement les parties ont... Parce qu'en fait, il y a une volonté affichée par les conservateurs en Angleterre de récupérer le contrôle sur les eaux et de récupérer un contrôle sur la pêche, de faire un peu table rase de tout ce qui a été fait jusqu'à présent et de renégocier les conditions. Renégocier les conditions sur la quantité de poissons, mais ça, à la limite, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé. L'Europe et monsieur le commissaire Barnier l'a très bien dit. Pourquoi pas redéfinir même chaque année le nombre de poissons qui pourraient être pêchés. Mais il y a deux autres conditions qui sont la clé de répartition. Faut-il bien déclarer le nombre de poissons pêchés? Oui, mais il y a surtout deux autres conditions qui sont la clé de répartition entre les États et le nombre de bateaux qui seraient autorisés. Et ça, le négocier chaque année, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on parlait tout à l'heure avec le Covid de lisibilité, mais là, on est en plein dedans. Aucun investissement ne se fera dans la filière si à un moment donné il n'y a pas une possibilité de regarder à plusieurs années en avant. Donc si on ne se donne pas le cadre à un moment donné de prévoir des choses un peu à l'avance, de prévoir notamment les clés de répartition sur plusieurs années, le type de pêche, le nombre de quotas qui pourraient être revus par exemple chaque année, ça c'est pas un problème. Mais voilà, les conditions elles sont là. Mais aujourd'hui, les Britanniques ne veulent pas de ça parce qu'ils veulent profiter du Brexit pour redéfinir complètement des conditions et passer quasiment en nous disant il n'y a pas eu d'accord jusqu'à présent, donc table rase de tout ce qui a été finalement un principe d'accord jusqu'à présent et qui est de redéfinir tout
à leur avantage, bien évidemment. Et c'est là où le bas blesse. Alors, à un moment donné, je pense que ça ne pourra pas aller jusqu'à la rupture totale pour les raisons que vous évoquez. C'est aussi très contre-productif puisqu'une partie de l'économie de la pêche pour l'Angleterre est à l'exportation vers les pays européens. Donc, est-ce que c'est pas l'échec aussi un peu de l'Europe? Finalement, cette Europe, aussi collective soit-elle, alors certes, elle fait face à une pandémie, mais n'arrive pas à convaincre... elle est collective. C'est un peu un énorme gâchis quand même. On a l'impression d'assister à un divorce qui tourne mal avec la question mais qui va garder les poissons. C'est quand même un peu triste. On se dit qu'on est dans un rapport de force. On voit que jusqu'au bout, ça va aller, ça va monter en tension et que ça va jouer le Est-ce qu'il joue la montre? Est-ce que l'accord peut être dégainé à la dernière minute pour essayer de tirer le meilleur profit de ça? En réalité, on voit qu'il y avait un destin commun, ressources communes, marché commun, et que cette séparation, il y a des dégâts collatéraux, il y a des victimes qui vont payer les pots cassés de cette erreur historique. Il y a L'Europe doit montrer qu'elle est capable de protéger ses États membres. L'idée du projet européen repose sur 2 piliers. Le premier, c'est la création d'un marché commun en permettant les libertés entre les pays pour mettre fin à la guerre et à la fin des 2 drames du siècle dernier. Le deuxième, c'est de protéger les intérêts communs de tous ces États membres face à des menaces extérieures. L'Angleterre a choisi son destin. La menace vient d'un pays ami, on va dire. Oui, mais il a choisi. Il n'y a pas si longtemps, faisait partie de la famille, on va dire. Il a choisi son destin en séparant du projet commun. Désormais, l'Europe doit être très claire, doit défendre l'intérêt de ses États membres, mais notamment de ses pêcheurs français, face aux Britanniques. Nous avons un marché commun très important en termes de PIB et de production. Nous avons la main sur les Britanniques, surtout que Boris Johnson a perdu son allié qui est Donald Trump. Donc nous avons la main dessus, il n'a pas de perspective, on est capable de lui mettre la pression pour négocier un accord qui nous est favorable. Sinon, l'Europe n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'on devrait transférer notre souveraineté à une entité supérieure s'il est incapable de nous protéger face aux Britanniques, incapable de nous protéger face aux Turcs, incapable de nous protéger face au terrorisme islamique et incapable d'assurer une solidarité lors du Covid? L'Europe doit montrer qu'elle a un certains viennent cap. vous dire que c'est une nouvelle preuve, effectivement, que ce colosse européen vacille en plusieurs endroits. À chaque fois, lors de chaque crise, l'Europe a montré qu'elle était capable de se redresser. On l'a vu lors de la crise de 2008, elle a changé de politique monétaire, avec Mario Draghi notamment. L'Europe doit montrer aujourd'hui qu'elle doit trouver un nouvel horizon. Moi, je pense que le Brexit est une chance, parce que les Britanniques, malgré le fait que ce soit nos amis, ont toujours joué contre nous. Vous allez être leur ami, oui. Ils ont toujours joué contre nous, en particulier la France. C'était une erreur de les faire entrer. Ils ont toujours regardé vers le large Atlantique plutôt que vers nous. Je pense que c'est l'occasion de créer un nouveau projet européen. On le voit, on arrive désormais à trouver plus d'accords, notamment sur le plan de relance européen, sans les Britanniques qu'avec les Britanniques. Je pense qu'il faut concilier 2 visions. C'était la grande vision allemande d'un marché commun économique puissant et la vision d'une grande Europe politique que voulait développer le général de Gaulle. Je pense qu'aujourd'hui, les puissances sont mûres, elles sont matures pour pouvoir le faire et les peuples aussi. L'Europe politique, elle a montré aussi ses limites, là, notamment face à cette pandémie. Mais je voudrais que Éric Chall réponde en européen convaincu face à ce que vient de dire William Tay. Non, mais je suis assez européen. Moi, je dis qu'en fait, on est. Vous le cachez bien, là. Il y a quelque chose d'européen quand même. Je l'entends en tout cas par rapport à d'habitude. Non, mais on est dans une nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis qui vont s'affronter pendant 30 ans pour définir qui est la première puissance mondiale. Quel est notre projet? Quel est notre destin commun? Je pense qu'on peut faire quelque chose de grand et quelque chose de puissant, créer une 3e voie de modèle de différent des Américains et de son impérialisme et de la Chine avec son modèle totalitaire, et notamment défendant les démocraties libérales et les libertés. Oui, Il faut reprendre après ces belles envolées là, attention. J'adore détester le 15 de la rose. Néanmoins, en matière européenne, je fais partie des gens qui regrettent que le Royaume-Uni ait fait le choix de sortir. Mais on va pas. Un nouveau projet européen comme William Tay, sans eux, ça ne vous dit rien. On va pas pleurer. De toute manière, on va le faire sans eux puisqu'ils sont sortis de l'Europe. On va pas pleurer sur les renversés, comme vous le dites. Il faut relancer la mécanique européenne. Mais pour revenir vraiment à notre problème immédiat avec les Britanniques aujourd'hui. La difficulté qu'on a, c'est la personnalité aussi de Boris Johnson. On a quelqu'un qui a construit sa légitimité politique sur le fait qu'il allait faire un bras d'honneur, pardon de le dire comme ça, à l'Europe et qu'il allait réussir rapidement un Brexit. La réussite du Brexit était fictive parce qu'effectivement, il est rapidement sorti, mais il restait tout à renégocier derrière. Il est en train, en fait, de faire ce que faisait Theresa May avant, c'est-à-dire un accord sur la pêche et tous les autres accords, si vous voulez, là, en fait, ils ont fait le divorce avant et maintenant, ils vont faire le contrat, alors qu'il aurait fallu faire exactement l'inverse.
Notre seule chance en cette matière, et c'est pour ça que je garde une forme d'optimisme avec vous, c'est que les Britanniques aussi en reviennent un petit peu de ça. Vous savez, les pêcheurs, à 92%, ils avaient voté pour le Brexit, parce que les pêcheurs britanniques, parce qu'ils étaient convaincus que ça allait les protéger. Aujourd'hui, ils commencent à voir les limites, justement, d'un marché fermé. Au début, ils en étaient ravis, ils allaient dire qu'ils allaient pouvoir inonder l'Europe de leurs produits de pêche. Ce ne sera probablement pas le cas, parce que l'Europe doit être forte, justement, pour dire stop dans ces cas-là, et avoir une politique de filtre à ses frontières, avec encore une fois cette taxe dont le produit de la taxe sera affecté à la protection des pêcheurs européens qui auront été abîmés par cette absence d'accord. Donc gageons que les pêcheurs britanniques commencent à se rendre compte maintenant qu'ils seront les deuxièmes à payer l'échec de cette politique de brexiteuse, et c'est notre meilleure chance. Voilà. Mais Boris Johnson reste un interlocuteur très compliqué. Après, vous disiez quand est-ce qu'interviendra l'accord. Vous savez, dans cette matière-là, à chaque fois, ça s'est joué la dernière nuit, c'est toujours la même chose. On aime parler le du 15 de la rose, Roussel. on peut parler du mercato comme en foot, c'est souvent le 31 minuit que ça se décide. Après, la Royal Navy qui se dit prête à défendre les eaux territoriales, c'est une menace sérieuse et un peu une épine dans le pied aussi de cette Europe, ça va faire de la friction sur la Manche. C'est de la montée en tension. On a déjà vu un exemple entre Donald Trump et la Chine. Donald Trump avait commencé une guerre commerciale et finalement il a fini par faire un accord avec la Chine. C'est une question de rapport de force. Aujourd'hui, les Britanniques, c'est à peu près 2500 milliards d'euros de PIB et l'Europe, c'est plus de 10 000 milliards d'euros de PIB. Qui a la plus grosse puissance? Qui a la plus grosse armée? Et qui a le plus gros levier d'intérêt? Nous avons tous ces leviers d'intérêt. Les Britanniques, aujourd'hui, ne peuvent plus regarder vers l'Atlantique parce que Joe Biden a lâché Boris Johnson très clairement. Donc aujourd'hui, nous avons les moyens de mettre la pression sur Boris Johnson. Il est en train de perdre des points de popularité, dans une situation qui est difficile, notamment avec son début de gestion de Covid du début de l'année. Nous avons l'occasion de mettre la main dessus. Il suffit que la Commission européenne et le Conseil européen soient assez forts pour adopter une position claire. Soit vous signez cet accord, soit vous tombez. Il signera. C'est si facile à vous entendre. On va y arriver. Non, c'est pas si facile, mais je pense qu'il y a vraiment des raisons de se dire que à la fin, l'accord gagne. Enfin, je vois pas comment Boris Johnson revient auprès de ses concitoyens en disant sur cette partie-là, il y a encore pas d'accord. On revient sur quelque chose d'un peu plus incertain, qui fait pas du tout gagner l'économie britannique et qui est pas du tout bon pour les pêcheurs qui étaient les premiers concernés. Je vois pas comment il revient dans cette séquence, en plus actuellement, comme vous l'avez dit, devant ses citoyens, avec un échec sur cette partie-là. Restons optimistes. Non, pas restons optimistes, mais là, parce que je crois qu'il y a réellement des fois, oui, il y a une montée en tension, mais on connaît ça sur d'autres types d'accords. Et d'un côté, l'Europe a besoin d'affirmer qu'elle ne lâchera pas. De l'autre côté, Boris Johnson va être obligé de trouver une sortie intéressante et la plus, j'allais dire, pertinente pour les pêcheurs et l'économie britannique, même si la pêche dans l'économie globale britannique n'est pas... La pêche, l'exportation des Britanniques vers l'Europe en matière de pêche, quasiment, même un peu plus d'un demi-milliard d'euros. Donc, quand on regarde au portefeuille, les pêcheurs sont les premiers à comprendre leur intérêt. On suivra ça dans une dizaine de jours. Donc merci messieurs d'avoir été nos invités. Merci à vous d'avoir passé une partie de la soirée en notre compagnie. Dans quelques minutes, l'édition de la nuit. Anne Maquignon revient entre autres sur l'apparition d'une nouvelle souche de coronavirus au Royaume-Uni et la décision de reconfiner la population. Il faut dire que d'autres pays européens ont d'ores et déjà décidé de la même mesure. C'est le cas notamment de l'Italie et de l'Autriche. Je vous souhaite une belle fin d'année malgré tout. Prenez soin de vous et à l'année prochaine.